reprise de l'audience du 26 mai. Désolée, j'avais dit 26 juin tout à l'heure. Vous avez dit juin. Oui, j'avais dit juin. Ça va être le soleil. Oui, Mais c'est ça. peux vous asseoir. Merci. Alors, ça va être M. Pelletier sous le même serment. Oui, c'est comme ça. Parfait. Donc, on en était rendu à la note de mars 2015, toujours dans la pièce 26P74. Cette note se trouve à la page 44 du PDF. Toujours donc un rapport fait par Madame Abdal Malak. Et cette note est complétée d'une présentation PowerPoint qui débute à la page 45 du PDF. Cette note reprend toutes sortes de mises en contexte, mais si on va à la page 50... Donc, présentation en date du 11 mars 2015. Oui. Puis je suis à la page 50 de la pièce 26P74. J'aimerais peut-être juste qu'on s'attarde sur deux éléments des principales préoccupations soulevées en lien avec l'axe gestion de projet, où on parle à la page 50. Je vais attendre que ça soit votre écran. Voilà, au troisième tiret de l'incohérence des indicateurs de projet et de bloc et deux picots suivants de la gestion des contrats, l'aspect de la conformité. Êtes-vous capable de nous parler de ces éléments? Donc, principale préoccupation soulevée en cours d'année. Alors ici, on est dans son bilan annuel. Donc, ODA avait comme pratique de présenter un bilan annuel de ce qu'elle avait fait. Elle revient sur le glissement des travaux de certains blocs. Évidemment qu'elle parlait encore de blocs, là, parce qu'elle était encore dans pérennité. La gestion de la capacité des ressources, l'incohérence des indicateurs de projet et de blocs. Alors ici, ça commence à ressortir. Donc, les indicateurs d'avancement de projet n'étaient pas clairs ou n'étaient pas à la satisfaction finalement là, de ODA à ce moment-là. Ensuite de ça, vous m'avez parlé de la gestion Deuxième des picot contrats. plus loin, là, la gestion des contrats, l'aspect conformité. L'aspect conformité. Alors, évidemment, il y avait une attention très, très particulière qui était portée sur toute la gestion des contrats parce que il y avait déjà eu, où il y avait déjà en cours beaucoup de contrats, ce qu'on appelait, nous, des contrats satellites, mais qui n'étaient pas le gros contrat CASA. Alors, il y avait déjà des préoccupations, en fait, à ce niveau-là. Parfait. Ensuite, on va en juin 2015, le 16 juin 2015. C'est à la page 55 de la pièce 26P74, où on pourra lire au deuxième et troisième paragraphe l'impact là, du positionnement PGI sur les travaux de la DVIEP. Si vous pouvez nous en parler, Monsieur Pelletier, s'il vous plaît. Oui. En fait, on revient un peu, tantôt quand on avait nommé qu'il y avait eu une actualisation du mandat de fait en 2015. Là, donc, on réfère aussi à ce qui se passe ici. On dit, étant donné que la société a décidé, donc en février dernier, d'opter pour l'utilisation d'un PGI. Donc, il y a plusieurs des travaux prévus initialement au plan de pérennité qui ont été suspendus. Alors, c'est pourquoi une analyse des préoccupations émises jusqu'à présent a été effectuée afin de les actualiser. Alors, tout ça venait alimenter l'actualisation du mandat. Alors, c'était très cohérent, en fait, à ce moment-là. Parfait. Et donc, une présentation est aussi jointe à cette note, présentation qui débute à la page 57 du PDF. Et à la page 60, on vient justement actualiser les préoccupations et indiquer ce qui demeure, malgré le fait qu'on s'en va vers un PGI. Donc, pouvez-vous exposer au commissaire là, quelles sont les préoccupations qui demeurent, même dans un contexte de PGI? Donc, dans un contexte de PGI, évidemment, la première grande préoccupation, c'était tout ce qui tourne autour de la gestion des risques. Alors, ça, c'est vraiment le point central. Donc, c'est le premier axe parmi 5. La gestion du projet.
la gestion du changement puis la gestion des bénéfices. La gestion des bénéfices, on a travaillé là-dessus sur les premiers documents qui nous avaient été donnés quand moi je suis arrivé en 2016. Et on les avait challengés pas mal là-dessus, mais ça, j'y reviendrai plus tard, si vous me le permettez. Oui. Puis la gestion du projet, bien évidemment, tout ce qui tournait autour du bureau de projet au niveau de la gestion. Dans la gestion du projet, bien, il y avait évidemment la gestion contractuelle qui venait s'insérer là-dedans. Il y avait évidemment aussi la gestion du contenu. Quand on parle du contenu, on parle évidemment de la portée, donc de ce qu'on a commandé puis de ce qui doit être livré, entre autres. Et la gestion du changement, donc tout ce qui touche au changement, formation, etc. Alors, les préoccupations demeuraient, même avec le positionnement PGI. Parfait. On se transporte à la fin de l'année 2015 à la note du 3 décembre 2015. À la fin de l'année 2015, là, il y a 2 séries de notes et de présentations. Donc, il y a une première note qui se trouve à la page 65 du PDF là, de la pièce 26P74, où on présente l'état de la situation d'audit du processus d'acquisition du logiciel. Dans cette note et cette présentation, il n'y a rien de particulier à signaler. On va aller dans l'autre liasse là, de notes et présentations, toujours du 3 décembre 2015. La note se trouve à la page 75 du PDF. On peut peut-être ressouligner là, qu'au premier paragraphe de l'état de situation, on réitère que le modèle d'intervention d'audit du plan de pérennité respecte les meilleures pratiques du marché, sont inspirés des 3 lignes de défense de l'Institut Institute of Internal Auditors, le IIA, auquel on a fait référence tout à l'heure. Oui. Et suit cette note la présentation comme telle, qui est jointe à la note. Elle débute à la page 77 du PDF. Et j'aimerais qu'on aille à la page 79. Afin que vous nous expliquiez les fameuses 3 lignes de défense, Monsieur Pelletier, qui est un concept pas juste inventé par la SAQ, là, peut-être juste nous parler du concept de 3 lignes de défense, d'où ça vient, puis après ça, on passera au travers les diapositives. Bien, essentiellement, les 3 lignes de défense, ça provient du référentiel COSO. Alors, ce qu'on appelle les 3 lignes de défense, donc, il y a le premier niveau, là où les contrôles est dans le secteur des opérations. Donc, on peut appeler ça les contrôles un peu plus de base ou, bon, c'est là où les opérations se font. Contrôle de deuxième niveau ou le deuxième niveau de maîtrise. On le peut deuxième juste niveau de un défense. instant, par contre, on va aller à la diapo suivante, 80. C'est là qu'on expose la première ligne de défense. Merci. Donc, la première ligne, c'est là où les contrôles internes, les contrôles dans l'organisation sont installés pour permettre aux opérations de travailler de façon sécuritaire. C'est quoi un contrôle interne? Un contrôle interne, pour vous donner une image, un contrôle interne, c'est ce qui va permettre de, par exemple, de prévenir qu'il n'y ait pas une personne qui réalise des tâches incompatibles. Alors, par exemple, la personne qui va traiter les factures des fournisseurs, bien, normalement, il ne faut pas qu'elle puisse avoir accès au carnet de chèques en blanc. Ça, c'est un exemple assez évident. Donc, les contrôles, c'est essentiellement ça. C'est de se prémunir pour essayer d'éliminer ou de tendre vers zéro les risques qui sont dans l'organisation. Alors, on parle de contrôle interne, contrôle organisationnel. Il y a plein de sous-contrôles là, qui peuvent être là-dedans. Parfait. Donc, la première ligne de défense, elle est au niveau des responsables des processus d'affaires et, justement, réside dans les contrôles qu'on va mettre en place là, dans les processus d'affaires. Exact. Si on va à la diapositive suivante, qui est à la page 81 du PDF, quelle est la deuxième ligne de défense? Alors ici, on est plus au niveau corporatif. On est plus au niveau, je vous dirais, pour mettre des gens là, un peu là-dessus ou des fonctions. Bien, c'est ici qu'on aurait, par exemple, au niveau de la vice-présidence finance, qui s'occupe des contrôles organisationnels. Alors, c'est à eux, justement, de venir
par toutes sortes de procédés ou toutes sortes de processus, de venir s'assurer que le premier niveau font bien ce qu'ils doivent faire. Okay? Et le deuxième niveau de maîtrise va comporter, par exemple, la gestion contractuelle. Ça, c'est de deuxième niveau de maîtrise. Okay? La gestion financière, évidemment qu'il y a du deuxième niveau de maîtrise aussi qui se passe là. Donc, il peut même y avoir à ce niveau-là, donc j'ai nommé la gestion des contrats, la gestion financière, la gestion, tout ce qui peut toucher de près ou de loin. Partout où, au niveau corporatif, on a besoin de se rassurer ou de venir regarder ce qui s'est passé au premier niveau. Okay? Alors, ils regardent ce qui se passe dans les opérations. Donc, ici, pour reprendre l'exemple de CASA, bien, la direction de la gestion contractuelle et la direction générale des finances étaient au deuxième niveau de maîtrise, par exemple. T'assurer que le même fournisseur, pour la même personne, ne charge pas 83 $ ou 350 $. Ça serait leur rôle, ça. Entre autres. De vérifier ça, par exemple. Exact. Puis au niveau de la gestion contractuelle, toute la conformité contractuelle, les exigences de la loi ou Exactement. l'équité entre les soumissionnaires. Exact. Troisième ligne de défense, diapositive suivante, qui est à la page 82 de la pièce 26P74. Donc, le troisième niveau de maîtrise, donc, c'est l'audit interne. Alors, ce troisième niveau-là vient fournir, là, comme c'est mentionné ici, donc une assurance objective concernant l'efficacité et l'efficience de la gouvernance, la gestion des risques et les contrôles internes dans son ensemble. On apporte aussi une expertise, et conseiller les intervenants pour ajouter de la valeur et améliorer les opérations dans l'organisation. Donc, l'audit interne va toujours un peu plus loin pour faire en sorte que l'organisation, qui est toujours en amélioration continue, vienne corriger le tir si ça ne va pas. L'audit interne, ici, sur ce modèle-là, on avait personnalisé ce modèle-là avec le projet CASA. Donc, on va y revenir aussi. Oui. Mais là, quand on l'a personnalisé, on a vraiment des exemples précis là, par rapport en fait à ce que c'est. Donc, le système, avec les 3 lignes de maîtrise, tel qu'il est illustré ici, en dessous, en fin de compte, il y a une surveillance également de tout ça externe. Alors, à l'externe, bien, c'est le VGQ, ça peut être le protecteur du citoyen, toute forme d'audit externe qui vient chez nous, je pourrais dire, vient couvrir l'ensemble de tous ces processus-là ici ou de tous ces niveaux-là pour venir rendre rapport, finalement, ou faire rapport sur l'état des lieux. Comme par exemple, le VGQ, dans les états financiers qu'il produit avec le co-vérificateur, bien, déclare que quand c'est un rapport qui est sans réserve, là, évidemment, que les contrôles ont été mis en place, qu'ils ont été efficaces, que les auditeurs, dans leurs échantillonnages, ont pu s'y fier, ont pu s'appuyer là-dessus. Alors ça, c'est la surveillance externe. Puis évidemment, tout ça doit remonter jusqu'au comité d'audit, qui, lui, est responsable de recevoir tant les rapports des auditeurs internes que les rapports des auditeurs externes aussi, pour éventuellement remonter tout ça jusqu'au conseil d'administration. C'est haut de la pyramide en rouge, là, où on voit la gouvernance, exactement, le conseil d'administration, ses comités et la direction. Voilà. Parfait. Merci. Si on va aux 2 diapositives suivantes, là, pages 83 et 84, on vient expliquer où la DVIEP va intervenir pour réaliser son travail, son mandat. Donc, si on va à cette diapo, le point orange, donc, vient indiquer la participation de la DVIEP, de la 3e ligne de défense, au processus d'appel d'offres. Donc, oui. Devons-nous comprendre que vous êtes présent tout au long du processus? Oui. Et quand je suis arrivé en poste en 2016, le comité de sélection siégeait déjà. Le processus d'acquisition était déjà commencé avec les étapes A, B, et là, on était rendu à C ici. Alors, le comité de sélection, au niveau de sa composition, là, je n'irai peut-être pas dans le détail maintenant, mais évidemment qu'il y avait des membres externes là-dessus, il y avait des membres internes. Et nous, on avait été mandatés justement pour suivre le processus au niveau du comité de sélection, qui, lui, devait recevoir les soumissions, les analyser au niveau de la qualité, etc., etc. Et il y avait une firme externe aussi qui avait été mandatée, donc Mallette, pour suivre les travaux qui se déroulaient au niveau du comité de sélection.
Alors, la participation de la DVIEP au niveau de la troisième ligne de défense, là, à ce moment-là, donc c'était ça notre rôle au niveau du processus. Parfait. Et pendant la réalisation du projet, qui est la diapositive suivante à la page 84 de la pièce, là, on a plusieurs petits picots orange, donc où interviendra la DVIEP là, dans le suivi de l'exécution du contrat. D'abord, je vous amène tout en haut du graphique ici, donc dans cet organigramme-là, quand on voit le comité directeur, il avait été convenu que le comité directeur du projet, pour ne pas doubler les tâches, serait le comité de direction de la SAC, donc PCD et les VP. Alors, le comité directeur du projet, il faut préciser que donc c'est le CD-SAC, là, à ce moment-ci. PCD. PCD, à l'époque, présidente et chef de la direction. Ça va changer avec les autres personnes qui, eux, préféraient avoir le PDG au lieu de PCD. Okay. Parfait. Donc, les différentes interventions, ici, ce que ça démontre, là, sans trop aller dans ce fin détail-là, mais ça démontre qu'en surveillance, on était appelé à aller sur le terrain. Et sur le terrain, donc, on devait aller rencontrer ce qui est appelé ici les team leads et autres ressources. Ça parlait de l'architecture, notamment ici. Il y avait les processus fonctionnels, il y avait les différents, je regarde l'autre, au niveau de la formation puis de la gestion du changement. Donc, ça nous appelait à aller, puis dans l'intégration en haut, là, dans l'assurance qualité. Donc, en surveillance, on était dédouanés, si vous me permettez le terme, pour aller à peu près partout sur le terrain, puis le plus en temps réel possible. Parfait. Donc, c'est où allait être positionnée la DVIEP pour réaliser son mandat. On se transporte en juin 2016, le 15 juin 2016. C'est le bilan annuel là, du plan de pérennité 2015 par votre prédécesseur, Madame Malac. Et sa note débute à la page 86, toujours de la même pièce. Parfait. Et elle est suivie d'une présentation qui débute à la page 88. On va se rendre directement à la page 90 de cette présentation-là, parce que le reste ressemble pas mal à ce qui a été dit jusqu'à maintenant, mais où, dans les prochaines étapes, Mme Malac, qui approche de la fin de son mandat, oui, si je me rappelle bien, en juin 2015, elle a annoncé en fait, sa retraite. En juin 2016. Là, 16, oui, pardon. Exact. Oui. Très bien. Et elle mentionne, elle identifie des défis. Savez-vous pourquoi elle nomme ces défis ou à quoi ça fait référence? Bien, en fait, pour avoir échangé avec elle lors de notre période de transition, elle m'avait justement partagé les principaux défis. Elle me faisait également un rappel sur les préoccupations telles qu'on les a vues tantôt. Et parmi les principaux défis, bien, évidemment, elle le nommait là, dans une de ses présentations, mais de ce qu'elle me partageait, c'est qu'il fallait... Juste un instant, on n'est pas à la bonne page. Oui, page 95. Ou en tout cas, continuer de défiler, sinon donc, je vais vous indiquer la bonne. Bien, il y a certains défis là, que je me souviens, là, mais je me souviens aussi là, que dans une des notes, elle les avait précisés, mais elle m'avait... alors voilà. Donc, elle souhaitait évidemment maintenir notre présence jusqu'à la signature du contrat. On comprend qu'à cette époque-là, elle est dans le processus d'appel d'offres puis d'acquisition. Alors elle, il y avait toujours une préoccupation que... il y avait toujours un risque que les auditeurs internes se fassent un peu tasser. On va le nommer comme ça. Alors, pour elle, maintenir notre présence jusqu'à la signature du contrat, c'était important. S'assurer d'obtenir l'information au bon moment afin d'exercer une surveillance efficace, bien, ce qu'Oda voulait dire ici, obtenir l'information au bon moment, nous, on va revenir un jour avec ça. C'est que des fois, elle pouvait poser des questions, puis les informations arrivent un peu tard, puis là, entre-temps, bien, les comités ont lieu, donc elle n'est pas capable de se prononcer. Donc, ça fait partie de ce qu'elle voulait dire ici, puis nous, on a vécu le même problème aussi. Poursuivre notre contribution à l'analyse de risque du processus d'appel d'offres. Encore une fois, donc, c'est de poursuivre et assurer notre présence quant à l'analyse de risque.
et puis maintenir la qualité et le niveau de ressources d'audit en place. Ça, c'est ce que je vous mentionnais tantôt aussi. Donc, elle était déjà préoccupée et elle avait été frappée plus durement que moi par une certaine pénurie. Alors, c'était vraiment difficile pour elle là, de doter ses postes et d'aller chercher l'expertise requise. Elle en avait, mais pas suffisamment. Alors, c'est un petit peu ça qu'elle nomme ici. Très bien. Puis si on va à la diapositive suivante, quand elle parle des éléments à surveiller, vous nous avez parlé de votre triangle tout à l'heure. Là, quel lien peut-on faire entre les deux éléments? Bien, à ce moment-ci, donc, les étapes D et E, donc, analyse des appels d'offres, AO étant appel d'offres ici. Donc, conformité du processus. Donc, à ce moment-là, ici, évidemment qu'on était là. On était au niveau du comité de sélection. L'étape F, au niveau du dialogue compétitif. Alors là, c'était rendu moi qui étais rendu à bord maintenant pour cette étape-là, ici. L'étape G et H, soumission amendée et adjudication. Soumission amendée, bien, c'était évidemment à partir de la première soumission, le dialogue a lieu et la deuxième soumission sort. Et la rédaction du contrat. Rédaction du contrat qui s'est fait par la suite. Alors, évidemment, ce que je vous nommais tantôt pour le fameux triangle, donc portée, délai, qualité, coût. Donc, dans le dialogue compétitif, évidemment, il y a eu beaucoup de discussions qui ont été faites au niveau de la portée, au niveau, puis comme je vous mentionnais tantôt, aussitôt qu'on touche une variable, bien, on en impacte d'autres ici. Et la rédaction du contrat, on a eu accès finalement à ce bout-là aussi, au niveau de la rédaction du contrat. Parfait. Puis, vous allez regarder portée, délai, qualité et coût. Pour quelles raisons? Bien, en fait, c'est qu'au niveau du dialogue compétitif, quand ils analysent la qualité d'une soumission, bien, c'est important là, de s'assurer que la portée, en fin de compte, de ce qu'on a commandé, est-ce que c'est bien ça qu'ils vont livrer? Ensuite de ça, est-ce qu'ils vont livrer ça dans les temps, donc au niveau du délai? La qualité, est-ce que la solution va répondre aux besoins de la société, qui est fondamentale ici? Et finalement, les coûts, est-ce qu'ils vont respecter le contrat? Est-ce qu'on est dans un contexte de partage de risques? Est-ce qu'on est dans un contexte de forfait, par exemple? Alors, c'est tout ça ici qui était... Donc, on était déjà très sensible, en fait, à ces différents éléments. Très bien. Donc, on va aller à la note maintenant du 19 octobre 2016 qui débute à la page 97 de la pièce. Et on voit que l'auteur de cette note est maintenant vous, Daniel Pelletier. Donc, vous êtes entré en poste et vous rédigez votre première note. Oui. Qui n'est pas jointe d'une présentation PowerPoint comme faisait votre prédécesseur. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Bien, on avait déjà commencé, comme je le mentionnais, là, à rédiger des notes un peu plus succinctes ou un peu plus résumées. Donc, on nous avait demandé de ne pas trop élaborer dans des grands PowerPoint et tout ça. Donc, on a utilisé le véhicule des notes pas mal tout le long, je dirais. Parfait. Et vous notez dans cette première note là, une préoccupation qui est apparue durant les travaux de surveillance de l'étape E du processus d'acquisition du PGI. Là, vous en parlez au 2e et 3e paragraphe de votre note. Oui. Donc, vous pouvez la lire, le 2e paragraphe, puis dans le paragraphe suivant, sur la page suivante. Si vous me permettez, là, je vais la lire parce que je veux vraiment aller dans le détail ici. C'est que pendant leurs travaux donc, de surveillance de l'étape E du processus d'acquisition PGI, donc les auditeurs de la DVIEP ont observé l'influence plus importante de certains membres des comités aviseurs. On ne parle pas du comité de sélection, ici on parle des comités aviseurs, dans l'évaluation des soumissions. Pour la DVIEP, les mesures de mitigation mises en place suite à l'analyse de risque sur le processus d'acquisition PGI étaient suffisantes pour assurer l'équité entre les fournisseurs, dont plus particulièrement celles préservant l'indépendance et l'objectivité du comité de sélection vis-à-vis des comités aviseurs. Alors, une fois que je vous ai dit ça... Ça veut dire quoi, ça? Là, je vous explique, là, ça veut dire quoi? C'est que dans le processus, il y avait des comités aviseurs, des comités techniques, qui avaient été créés pour aider les membres du comité de sélection dans leur réflexion puis dans leur analyse de qualité. Bon. Alors, on s'était aperçu, on avait eu des informations à l'effet que sur les comités aviseurs, il y avait des gens qui étaient un peu plus influents que d'autres. Et sur ces comités-là, il y avait des gens internes et des gens de l'externe également. Donc,
On avait été sensible à ça et on avait poussé un procédé plus loin. On avait rencontré tous les membres du comité de sélection individuellement pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu d'influence ou de mauvaise influence ou bon, peu importe. Les membres nous avaient tous rassurés, en fait, à ce niveau-là. Mais on avait cru bon l'amener à ce moment-là parce que c'était, ça aurait pu être pire que ça. Ça aurait pu être, disons qu'il y a des membres du comité qui auraient pu être faussement influencés par certains membres des comités aviseurs. Là, au niveau technique. Alors, les comités aviseurs étaient là pour les aider, mais l'aide aurait pu se déformer en chemin à un moment donné. Parfait. C'est ce que vous soulignez aussi au paragraphe suivant, à la page suivante. Donc, le premier paragraphe, c'est toujours sur ce thème. Donc, afin de s'assurer de leur indépendance, les membres du comité de sélection ont été mis en garde, justement, par les représentants. Nous, on les a rencontrés. Évidemment, la direction de la conformité en gestion contractuelle également. Donc, on revient encore juste pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu d'influence indue de la part de certains membres sur ces comités aviseurs-là. Parfait. Ensuite, la note du 7 décembre 2016. C'est toujours vous qui signez cette note. Et là, vous parlez des travaux qui ont eu cours toujours, là, des travaux de surveillance de l'étape F du processus d'acquisition PGI. Vous notez là, que les auditeurs de la DVIEP n'ont constaté aucune anomalie significative ayant trait à la conformité du processus. C'est bien ça? Je n'ai pas la note sur mon écran. Ah, pardon, à la page 99 de la pièce. Là, toujours de la même pièce, 26P74. Surveillance, étape F. Oui, contexte, on peut descendre un peu plus bas dans état de situation et constat. Oui. Alors, comme on l'a déjà mentionné, on a participé, en fait, on a assuré une présence lors des dialogues compétitifs. Et encore une fois, nous étions sur le processus. On n'était pas sur le contenu. Et puis, par exemple, le processus prévoyait que les deux alliances devaient toujours être à niveau. Alors, les questions posées par une devaient atterrir aussi. Donc, les équipes devaient toujours être mises à niveau réciproquement, dépendamment des questions qu'ils posaient. Et puis, donc, on a assisté, que ce soit moi ou Martin Lapierre, et puis, donc, on a couvert le terrain ici à ce niveau-là. Puis, comme on le mentionne, en fin de compte, on a constaté au niveau du processus aucune anomalie. Donc, il y avait des discussions. C'était un processus qui avait été formalisé, qui n'existait pas nécessairement au gouvernement, en fait, à cette époque-là. Alors que dans le privé, on est toujours capable de rappeler celui qui a soumissionné puis d'échanger. On peut faire ça plus directement, alors qu'au gouvernement, selon la LCOP et selon les règles, en fait, prévues à cette époque-là, ça prenait son sens ici, puis c'était nouveau. Donc, les gens ont apprécié vraiment cette époque-là pour vraiment parfaire leur première soumission, pour se rendre éventuellement à la deuxième soumission. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut jamais perdre de vue que la première soumission a été faite après un processus d'appel d'offres qui a duré à peu près 2 ans. Oui. C'est important, ça, ici, parce que la première soumission, c'était pas, comme on dit, c'était pas sur une feuille de chou, là, sans aucune information, là. Donc ça, c'est un détail important ici. Le processus devait justement prévoir ça. Le dialogue devait venir apporter les précisions nécessaires, mais pour les deux finalistes. Parfait. Et vous, comme DVIEP, quel est votre mandat? À quoi devez-vous vous attarder pendant le processus d'acquisition, puis en particulier le dialogue compétitif? Bien, comme je le mentionnais, nous, on était mandatés pour surveiller le processus, donc dans son ensemble, mais ça, ici, donc, on était rendu à l'étape F, mais en chemin, le comité de sélection siégeait tout le temps, lui, là. Donc, on assurait une présence. Et dans notre mandat, on avait développé un processus régulier pour rencontrer les membres du comité sur une base régulière. Je pense qu'on les a rencontrés 3 fois là, pour s'assurer individuellement qu'ils n'avaient pas subi d'influence, etc., etc. Donc, les questions d'usage, toujours pour qu'ils nous déclarent leur indépendance, leur confort, etc. Donc, au niveau du comité de sélection, on était là
même que Mallette s'appuyait sur les travaux qu'on faisait quand on rencontrait les membres individuellement. Alors, Mallette s'est un peu appuyé aussi sur nos différents travaux. Qui est Mallette? Mallette était l'auditeur externe qui avait été mandaté pour suivre tout le processus d'acquisition. Et puis, Mallette devait rédiger un rapport. Mallette avait des objectifs à vérifier, notamment, là, je ne les ai pas toutes par cœur, là, il y en avait 3 ou 4, mais notamment sur l'équité concurrentielle, par exemple, l'équité entre les fournisseurs. Alors, Mallette devait s'assurer. Mallette avait vraiment des objectifs très, très pointus, alors que nous, on était sur le processus global. OK. Là, vous incitez pour dire que vous surveillez le processus, mais peut-être par comparaison, pour qu'on comprenne, vous surveillez pas quoi? Ça vous donne pas accès à quoi d'être limité à surveiller le processus? Bien, par exemple, c'est sûr que quand on était dans la salle où les membres du comité de sélection discutaient, et il y a eu énormément de rencontres. Là. Moi, de mon vécu, j'avais jamais vu un aussi gros comité de sélection que ça, aussi long que ça, puis aussi gros que ça. Alors, il y a eu énormément de documentation qui ont circulé. Nous, on était un peu en retrait. Alors, c'était pas prévu que nous, on prenne connaissance des différents documents là, sur lesquels les gens jasaient ou échangeaient. Évidemment, on pouvait capter quand les gens discutaient, mais c'était pas le but de notre mandat, nous autres, au niveau du contenu. Okay? Alors, nous autres, on en était sur le processus. On s'assurait que ça se déroulait bien. Alors, le comité de sélection a siégé à peu près tout le long, jusqu'à l'adjudication. Et puis, donc, je reviens encore sur ça, mais nous, on était sur le processus parce que ce qui était prévu, c'était que le rapport du comité de sélection devait s'en aller au RORC. Et puis, le rapport de la direction de la gestion contractuelle devait également s'en aller au RORC, si elle avait des communications spéciales. Donc, le processus prévoyait que tout devait aller vers le ROC. Mais est-ce que ça allait vers vous aussi? Non, pas ce genre de document-là. Donc, le rapport du comité, ça ne devait pas venir à nous. Ça devait aller au ROC. Nous autres, on devait simplement s'assurer que le processus était respecté. Suivi, exact. Parfait. Puis, quand on parle du dialogue compétitif, la première version de l'offre des soumissionnaires est déposée. Est-ce que vous y avez accès? À la première soumission? Oui. Non, du tout. Parfait. Très bien. Donc, on peut aller à la note suivante. On est rendu en 2017, le 3 mars 2017. C'est à la page 101. Toujours de la même pièce, 26 P74. Donc, au 2e et 3e paragraphe là, de cette page. Donc, concernant toujours le dialogue compétitif, on est toujours à la même étape, là. Quels sont vos constats, vos commentaires? Bien, en fait, rendu à l'évaluation des offres bonifiées, donc des deuxièmes soumissions pour les 2 équipes finalistes, bien, nous autres, pendant nos travaux de surveillance, en fait, on n'a constaté aucune anomalie significative pour cette partie du processus, au niveau du processus. Mais il y a un détail qui nous avait quand même frappé, c'est qu'il y a certains membres qui étaient restés surpris. On le voyait, on était là. Okay? Maintenant, ce détail-là figure pas ici dans notre état de situation parce que ça faisait partie de nos observations. On était un petit peu dans les émotions, mais on avait quand même constaté qu'il y a certains membres que, rendus dans la deuxième soumission, avec tout le travail qu'eux avaient fait avec la première, bien, il y en a qui réagissaient un peu. Il y avait du non-verbal ou il y avait du don. Alors, c'est pour ça que je le précise là, ici. C'est pas mentionné spécifiquement, mais c'est pour ça qu'on dit ici qu'il n'y a eu aucune anomalie significative pour cette étape-là du processus, mais les gens, donc, ont continué leurs travaux pour l'analyse des deuxièmes soumissions. On voit souvent ça dans vos rapports, aucune anomalie significative. C'est une expression consacrée en matière d'audit ou de vérification? Bien, ça fait également référence à ce qu'on appelle l'importance relative. Donc, on ne veut pas faire partie des systèmes d'alarme pour rien. Maintenant, quand ça vaut la peine de venir le quantifier ou de mettre des métriques, bien, on va le faire. Mais on mentionne quand même aucune anomalie significative. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu du tout, mais comme je vous mentionne, celle-là, cet inconfort-là qu'on avait capté, bon, ça faisait partie de ce qu'on a observé, mais c'est pour ça qu'on n'a pas cru bon ici là, de le mentionner. Okay. Et donc, est-ce que vous avez eu accès à l'évaluation des offres, aux offres bonifiées d'abord? Non.
Est-ce que vous avez eu accès à l'évaluation qu'en a fait le comité de sélection des offres bonifiées? À ce moment-là, non. Non. Et on parle de la sélection de l'Alliance. Donc, l'Alliance, c'est l'équipe formée là, par ce qu'on va appeler l'éditeur et l'intégrateur de la solution, jusqu'au CTP. Donc, le CTP, qu'est-ce que ça signifie? Le CTP, c'est le coût total de propriété. Donc, c'était la formule mathématique, justement, pour... il y avait aussi le facteur K, là, donc, qui est prévu là, dans les soumissions, mais sans trop aller dans le détail. Donc, le coût total de propriété servait justement à comparer des pommes avec des pommes. Alors, évidemment, c'était des formules mathématiques qui étaient assez détaillées, donc qui étaient assez précises, justement, pour favoriser une meilleure évaluation des soumissions. Pour, techniquement, aussi se protéger pour ne pas tomber juste dans le meilleur prix. Là, ça prenait de la qualité, il y avait un coût total de propriété, donc il y avait différents paramètres qui devaient être, je dirais, considérés pour arriver à une adjudication. Parfait. Et donc, vous avez eu accès au calcul du coût total de propriété? À cette époque-là, le coût total de propriété ainsi que les soumissions finales, on n'avait pas eu accès à ça dans ce détail-là, à ce moment-là. Évidemment que, comme tout le monde, quand le fournisseur gagnant a été choisi, bien là, on a eu accès à tout ça, c'est-à-dire le coût total et tout ça, parce que le coût total de propriété et l'équité concurrentielle devaient constamment être mis à jour après coup. Parce que s'il y avait des avenants, s'il y avait des changements, bien, le fournisseur finaliste, lui, fallait qu'il s'assure qu'il n'avait pas été lésé là-dedans. Donc, il y avait déjà des mécanismes de prévus pour ça. OK. Mais ce n'était pas la responsabilité de l'audit interne de mettre en œuvre ces mécanismes-là. OK. Parfait. Et finalement, parfait. Donc, c'est pour votre note de mars 2017. Si on passe au avril 2017, 5 avril 2017, la page 103 de la pièce, on va changer de registre et vous allez commencer à parler dans vos notes des bénéfices. Hein, vous nous en avez parlé un peu avant la pause. On est au 3e paragraphe de votre note du 5 avril 2017. C'est pas la seule chose que je vois qui a différence, c'est dans l'objet. Vous commencez à partir de ce moment-là à parler d'audit de CASA. Oui, quand je suis dans vos autres notes, on parle du plan de pérennité, puis après ça, on parle de la surveillance du PGI, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir à ce moment-ci, ou c'est vraiment, vous savez, là, maintenant, vous êtes dans le carrefour d'affaires? Bien, ici, en fait, donc, c'est déjà consacré, donc ça va s'appeler CASA. Alors ici, en fait, on le rappelle. On nomme audit de CASA. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de surveillance, là, parce que les deux se chevauchent aussi, là, donc à ce moment-là. Donc, principalement, bien, c'est ça, c'est que quand on parle de l'audit CASA, c'est que ça vient d'être baptisé. Donc, à partir de là, on ne parle plus d'un PGI, on parle de CASA maintenant. Tout à fait. Voilà. Puis, on reste quand même en surveillance et en audit. Toujours. Vos deux mandats primaires que vous avez continués au fil des années. Oui. Qui ont commencé par Mme Malek, puis... Exact. Parfait. Parfait. Et donc, vous nous en avez parlé plus tôt ce matin des bénéfices, là. Donc, votre équipe s'attarde sur ces bénéfices au printemps 2017. Exact. Et là, on a eu des bonnes discussions parce que les bénéfices étaient une donnée quand même importante pour l'équipe de projet avec l'équipe des finances quand ils déposaient leur business case ou quand ils déposaient leur modèle d'affaires quant à ce gros projet-là. Alors, évidemment, pour annoncer aux administrateurs qui étaient pour avoir un taux de rendement interne de 10 % à l'époque, là, ce qui était prévu, bien, évidemment, il y avait des coûts, mais ça prenait des bénéfices pour venir dégager ce taux de rendement-là. Alors, nous autres, on avait eu accès à certaines données des bénéfices qui avaient servi à faire leur présentation. Et d'entrée de jeu, bien, on s'était un peu accroché sur certains éléments. Notamment, il y avait un gros morceau parce que dans les bénéfices, au départ, on parlait là, de montants importants. Là, on était dans les 800 millions, 900, 1 milliard à un moment donné, là, ces montants, 1,2 milliard, je pense. Là. Alors, rapidement, on avait vu un morceau important de 175 millions, là, ce qui n'est pas rien. Puis ce 175 millions-là, on n'était pas d'accord avec eux. C'était, vous savez, pour considérer des bénéfices dans un projet, on peut dire qu'à cause du projet, on va éviter des coûts futurs. Ça peut être considéré comme étant des bénéfices.
Mais des prévisions budgétaires qui n'ont jamais eu lieu dans le passé, ce n'est pas des coûts évités. Bon, mais il y avait un gros morceau de 175 millions qui reposait essentiellement sur cette hypothèse-là. C'est-à-dire que dans le passé, il y avait des projets d'investissement, puis il y avait des budgets, mais on ne les réalisait pas. Donc, alors là, on a eu des discussions importantes avec le VP Finance, avec son équipe et tout ça. On trouvait, pour reprendre notre expression, on trouvait que c'était de la comptabilité créative un peu, là. Alors là, nous, on avait mandaté une firme externe pour venir soit infirmer ou confirmer nos dires. Alors, la firme qu'on avait mandatée, c'était KPMG à l'époque. Et il venait confirmer que nos prétentions étaient bonnes à l'égard de ce 175 millions-là. Alors, lui, je vous le nomme parce que c'est un gros morceau. Je vous donne un autre exemple qui peut représenter des sommes importantes. Unitairement, peut-être pas, mais quand on les additionne toutes, oui. Le gouvernement fonctionne avec des ETC, donc des équivalents temps complet. Si c'est un, bien, on peut parler d'une personne, là. Alors, à ce moment-là, bien, dans leurs analyses, bien, il y avait des morceaux de TC, il y avait des fractions, okay, qui étaient calculées dans les bénéfices. Alors, mathématiquement, on fait une somme de fractions, ça fonctionne. On va l'écrire, puis bon, ça fonctionne. Mais dans la pratique, un quart de TC, une place, avec puis la même personne, une demi-ETC à quelque part, bien là, c'est un bras, une place, puis une tête à quelque part, puis tout ça. Alors, ça, on n'était pas d'accord avec ça. Alors, évidemment que tout ce qui touchait aux économies basées sur les ETC, on n'était pas d'accord. Il y en avait que c'était vrai, oui, parce qu'il était prévu qu'il était pour diminuer le personnel dans tel et tel secteur. Donc, quand on parle de personnes entières, ça va. Mais quand on parle de fractions d'ETC, ça devient un peu créatif. Alors, ça, on les a challengés beaucoup là-dessus. Alors, au niveau des bénéfices, ça a toujours été des discussions pas faciles. Quand on avait mandaté la firme externe, il y en a qui n'étaient pas heureux de ça. Mais moi, j'avais le budget pour ça. Ça, je ne voulais pas mentionner, là, mais dans ma direction, moi, j'avais des budgets si j'avais besoin d'expertise externe. Donc, on l'utilisait au besoin. Alors, c'est ce qui s'est passé au niveau des bénéfices. Puis par la suite, on a toujours voulu obtenir des suivis puis des actualisations quant aux bénéfices à chaque fois que le projet évaluait. Puis on y répondait souvent, bien, l'actualisation s'en vient. L'actualisation s'en vient. Mais finalement, on n'a jamais eu le picture global quant à ces fameux bénéfices-là qui, aujourd'hui, n'existent pas finalement. Ouais, on y reviendra plus tard. Donc, si on reprend vos mots de l'époque, là, la DVIEP constate que certaines hypothèses supportant les bénéfices reposent sur des contextes optimaux. Oui. Mais vous dites aussi que l'échéancier prévu pour la mise en œuvre du projet est ambitieux. Oui. Et vous mentionnez aussi, quant aux hypothèses de coût, que les préoccupations déposées en février 2015 au présent comité par la DVIEP demeurent pertinentes. Donc, vous avez des enjeux au niveau des bénéfices, mais aussi de l'échéancier et des coûts. Oui. Voulez-vous préciser un peu votre pensée? Oui, tout à fait. Puis, vous allez retrouver cette fameuse phrase-là qu'on a un peu consacrée dans nos nombreuses conclusions, dans les notes à venir au cours des autres années. On terminait nos conclusions à peu près toujours de la même façon. Quant au coût, quant au délai, quant aux bénéfices, bref, on nommait toujours à la fin que ça représentait des cibles ambitieuses. Alors ici, bien, on dit, écoutez, en date d'aujourd'hui, les hypothèses supportant les bénéfices, bien, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer là, par deux exemples concrets. Ça reposait sur des contextes optimaux. Puis qui n'était pas... donc, c'était optimal. C'était pas nécessairement réaliste, c'était vraiment optimal. Ce que je me suis permis de qualifier tantôt là, de comptabilité créative, là. Et que l'échéancier prévu pour la mise en œuvre du projet est ambitieux. Alors, déjà à ce moment-là, il commençait déjà à avoir des reports ou des retards. Puis là, on était juste les premiers balbutiements de la livraison 1, là, en fait, là, à ce moment-là. Puis, quant aux hypothèses de coût, bien, la préoccupation déposée à ce sujet en février 15 par les références, bien, ça demeurait toujours pertinent, qui démontre que les dépassements de coûts. Donc, alors déjà, on avait déjà des indicateurs. Écoutez, aussitôt que le contrat a été signé, je vous donne si vous me permettez, je vais vous donner un exemple. Oui. L'Alliance avait déjà demandé d'avoir l'équivalent d'un extra, là, de mémoire, c'était autour de 3 millions, je pense, là. Parce que l'Alliance avait des ressources qui travaillaient en Inde. Puis pour des raisons de sécurité, bien, on avait demandé à ce que IBM fasse travailler des gens locaux ici. En Inde, on ne connaissait pas encore les règles de sécurité qu'il y avait là-bas et bon, tout ça. Et l'Alliance avait demandé d'avoir un extra à hauteur de 3 millions pour venir couvrir les frais supplémentaires que ça leur amenait de faire travailler moins de monde en Inde, mais plus ici. Donc,
À ce moment-là, nous, le contrat venait de se signer. Le fournisseur a des ressources. Ces ressources sont où? C'est pas supposé nous impacter. Nous autres, c'est un clé en main. Je veux dire, c'est un... Alors, ça, on avait soulevé ça, mais c'est juste pour vous dire que déjà, rapidement après la signature du contrat, il y avait déjà cet extra-là qui commençait, en fait, à flasher. À poindre. Oui. C'est ça, puis vous mentionnez IBM, là, parce que, si on vient au premier paragraphe de votre note, l'alliance qui a été sélectionnée a été annoncée. Tout à fait. Et c'est LGS, IBM et SAP. Oui. Parce qu'on parlera éventuellement, LGS, IBM étant l'intégrateur, SAP étant l'éditeur. Et donc, vous en profitez pour actualiser votre plan d'audit. Oui. C'est pour ça que vous vous êtes permis une présentation PowerPoint jointe avec votre note qui débute à la page 105 de la pièce 26 P74 qui s'intitule justement « Actualisation du mandat d'audit du projet Pérennité PGI ». Et vous nous avez mentionné tout à l'heure que vous aviez concrétisé les 3 lignes de maîtrise dans le contexte du projet CASA. Oui. Si on va à la page 108 de la pièce, qui est toujours dans cette présentation du plan d'audit actualisé. Page suivante. Voilà. Est-ce que c'est à ça que vous faisiez référence? Tout à fait, oui. Alors, OK, donc on a un morceau du titre là, qui manque un peu en haut, mais bon, bref, donc c'est la structure avec les rôles et les responsabilités. Donc, on a tout ramené ça dans l'organigramme de la SAAC. Donc, à l'époque, il y avait évidemment donc, le CA, et la présidente était Mme Telfer. Il y avait le président du comité de vérification qui était Jude Martineau et la présidente des technologies, Mme Anne-Marie Croteau. Évidemment, ici, on fait référence au comité conjoint parce que là, pour les fins du projet, on se référait au comité conjoint. Il y avait la présidente et chef de la direction, donc Mme Tremblay, qui, elle, de par le comité de direction SAAC, bien, ça devenait le comité directeur du projet. Okay. Alors, on a ici les 3 lignes de maîtrise. Peut-être juste de descendre à peine, juste un petit peu plus. Ou je ne sais pas si vous êtes capable de diminuer la loupe, là. Ouais, je pense qu'on veut nous éviter des maux de cœur à bouger l'écran. C'est apprécié. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, on reprend ce qu'on a discuté tantôt. Donc, la première ligne au niveau des processus opérationnels. Alors, ici, il y a le chargé de projet qui est le VPTI, donc qui est Carl Malenfant. La validation des préoccupations. Alors, ici, ça, je vais y revenir après. Puis, les processus du niveau opérationnel. Donc, lui, bien, c'est sûr, il est responsable de la gestion de projet, de la gestion des bénéfices, la gestion des risques, du contenu ainsi que du changement. Donc, ça, c'est les 5 axes qu'on a parlé tantôt. On monte au 2e niveau de maîtrise. Et puis là, c'est les processus corporatifs. Alors, au niveau CASA, bien, il y a la VP RHFP. Alors ici, c'était la vice-présidence aux ressources humaines, finances et performances à l'époque. Alors, les processus du niveau corporatif, bien, il y a le plan de contrôle organisationnel, il y a la gestion intégrée des risques, il y a la gestion des acquisitions avec la direction de la conformité en gestion contractuelle, et il y a le bureau conseil en éthique. Après ça, on monte au 3e niveau. Peut-être juste nous donner Oui. des noms. Donc, qui occupe le poste de VP ressources humaines, finances et Oui. P, déjà, rappelez-moi? Donc, vice-président ressources humaines, finances et performances. Donc, Oui. à l'époque, c'est M. Yves Frenette qui est là. Parfait. Et puis, la VP AP SPR, à l'époque, on appelait ça, nous, la VP Dave. Là, c'était plus facile. Donc, c'était M. Dave Leclerc qui était vice-président de cette vice-présidence-là. Puis, pouvez-vous nous guider dans ces nombreuses lettres pour nous identifier le nom? Vice-président aux affaires publiques. Écoutez, il y avait là-dedans également, à l'époque, je sais qu'il y avait les relations avec le cabinet. Je me souviens pas là, du SPR, là, mais c'est... bref, lui, Dave, avait dans sa vice-présidence, d'abord, il était responsable du secrétariat général. Alors, toutes les rencontres des comités CA et autres, donc c'était dans sa vice-présidence. Il y avait évidemment le bureau conseil en éthique. Alors, c'est pour ça qu'on nommait ici l'éthique. Donc, les gens auxquels on se référait aussi quand on avait des préoccupations. Alors, je monte au 3e niveau et là, on tombe en audit interne. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est surveillance et suivi des risques d'affaires au niveau du projet CASA. On fait ça comment? Bien, évidemment,
On descend au niveau du premier niveau. On va valider des préoccupations et des constats au niveau des différentes directions générales qui, eux, remontent ça jusqu'à Carl Malenfant. On fait notre travail de terrain, donc à ce niveau-là. On devrait normalement et on doit normalement pouvoir s'appuyer sur les travaux que le deuxième niveau fait. Donc, en toute logique, le deuxième niveau est censé faire des travaux sur lesquels nous, on peut s'appuyer, donc pour éviter que les gens travaillent en double aussi. Et à notre niveau, bien évidemment qu'il y a des procédés qui ne sont pas faits ni par le deuxième et ni par le premier niveau, donc c'est ce qu'on fait. Alors, c'est ce qu'on est venu illustrer ici pour le personnaliser dans CASA, parce qu'en 2018, cette présentation-là, de mémoire, avait été faite en 2018 à Mme Tremblay. 2017. Ou 2017, celle-là? OK. Oui. Et puis, où on l'avait peut-être perfectionné en 2018 avec le fameux triangle. Là. Bon. Il y avait eu une version un petit peu plus précise. Alors, ça venait personnaliser le fameux modèle CASO qu'on a parlé tantôt, mais adapté vraiment au modèle, au projet CASA ici. OK, parfait. À la diapositive suivante, vous personnalisez aussi la portée, les objectifs du mandat d'audit. Oui. Alors, sans toutes les reprendre dans le détail, ici, là, donc, la portée des objectifs du mandat. Alors, on retrouve encore une fois ici les 5 axes. On vient ici les préciser. Nous, on est au cœur de ça, donc on est au centre. Assurance sur le degré de maîtrise de CASA. Et puis, donc, on fait des états de situation. On fait des rapports régulièrement. Au niveau, on fait des validations avec le chargé de projet, évidemment, et puis avec toutes ces différentes équipes. On fait des rapports à la haute direction, donc le comité de direction ainsi que la PCD. Et finalement, bien, nos rapports montent jusque dans la gouvernance au niveau du CVP-CTI ici. Alors, pour ce qui est des différents axes, bien là, ici, on a un petit peu plus de détails là, que ce qu'on vous a mentionné avant, là, mais simplement pour parler, par exemple, bien, est-ce que dans la gestion de projet, ce qui touche à l'examen de la reddition de comptes, la portée, l'échéance, les budgets, etc., c'est ça qu'on retrouve ici dans chacun des axes. Là. Parfait. Et finalement, la diapositive suivante, vous nous parlez des risques, dans le fond, que vous surveillez. C'est des risques qui intéressent la société. Oui, tout à fait. En les personnalisant dans CASA. Exact. Parfait. La note suivante est datée du 11 mai 2017, donc au 11 mai 2017. Nous sommes à quelle étape du... non, on était au 11... Non, OK, au 11 mai, pardon. Oui, on est au 11 mai 2017 et faites rapport sur le déroulement du projet. Le début de la note se ressemble. Là. On en est où dans le déroulement de vos préoccupations ou des rapports que vous souhaitez faire au comité conjoint? Alors, à ce moment-là, donc, comme on le mentionne dans notre état de situation, la société a annoncé justement donc, que l'alliance gagnante était LGS IBM SAP. À ce moment-là, donc là, ça devenait connu. C'était que l'Alliance avait été sélectionnée pour la mise en œuvre du projet. À la suite de la sélection, l'équipe de gestion a procédé à l'actualisation du projet, notamment ce qui a trait à l'analyse des coûts, des bénéfices, afin de prendre en compte la proposition, parce qu'il faut se rappeler qu'on partait d'un CT avec un contrat prévu de 125 millions. Et là, on venait d'avoir une firme, une alliance qui proposait un contrat de 458 millions. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'actualiser ici, là, les différents coûts, là, parce que là, on n'est vraiment plus à la même place. C'est un peu ça qu'on dit ici. Après ça, la DVIEP a par la suite apprécié des travaux d'audit afin d'apprécier l'actualisation du projet, incluant les éléments du cadre financier s'y rapportant. Donc, les cadres financiers avaient tous dû être ajustés. L'équipe de gestion de projet a élaboré une analyse de risque. Alors, évidemment, il va y en avoir beaucoup d'analyses de risque. Ils vont être actualisés. Nous, on est là, on assiste à ça. Pas pour l'évaluation du risque en tant que tel, mais nous, on était beaucoup plus sur le processus. Est-ce qu'ils font bien ça? Est-ce qu'ils font des analyses de risque? Est-ce qu'ils les actualisent, etc.? Donc, on a contribué à cette analyse lors de l'étape d'identification des risques. Les auditeurs ont également apprécié les travaux y entraient l'élaboration de l'entente contractuelle. Alors, comme je vous disais tantôt, quand c'est venu le temps de rédiger le contrat, on a eu accès, en fait, à cette rédaction-là et on a été en mesure de poser des questions, de proposer des ajustements, etc., etc. Notamment, un ajustement que je me souviens qu'on avait demandé, c'était que
La firme EY, qui était mandatée dans la soumission de l'Alliance, devait faire des revues de qualité. Et puis, la façon dont c'était rédigé dans la première formulation du contrat, c'était comme si la SAAC n'était pas son client. Alors, nous, on avait fait corriger ça, justement, pour, entre autres. À la suite de ces travaux, donc, on constate qu'encore une fois, là, vous allez voir qu'on revient souvent là, avec ça, que les cibles ambitieuses. Alors, c'est un peu ce que Mme Charette a déclaré ici, là, à l'effet qu'il y en a qui étaient un peu tannés d'entendre que c'était des cibles ambitieuses puis qu'on frappait sur les mêmes clous. Mais tant que c'était pas réglé ou tant que c'était toujours d'actualité, nous, en fait, on revenait là-dessus tout le temps. Donc, je comprends que ça peut être un peu tannant de se faire répéter ça, mais c'était toujours le cas. Quant aux hypothèses de coût, bien, toujours, encore une fois, ce qui avait été annoncé en février 25 était toujours préoccupant. Parfait. Voilà. Décembre 2017, on est rendu dans quelle étape la réalisation du projet rendu en décembre 2017? Décembre 2017, le contrat a été signé dans le courant de l'été. En fait, le CA a donné son autorisation en mai 17 pour la signature du contrat. Le contrat a été signé pas longtemps après. Donc, en décembre, on est dans la livraison 1. Incluant évidemment la livraison 0, là, parce que la livraison 0, en fait, elle n'est pas nommée souvent, là, mais c'était la livraison 0, c'était pour la mise en place. Il y avait du hardware là-dedans, donc il y avait des machines, tout ça. Donc, mais la livraison 1 était déjà commencée, en fait, à ce moment-là. OK, parfait. Donc, on est dans ça. Vous avez réalisé, vous avez débuté là, la mise en œuvre de votre plan d'audit. Oui. Vous assistez aux différents comités dont vous nous avez montré tout à l'heure. Oui. Grosso modo, ça va bien, mais vous soulignez des constats qui ont révélé, les constats révélés par les auditeurs là, concernent principalement la reddition de compte du projet. Je suis au deuxième paragraphe à la page 124 de la note. 124 de la pièce, qui est la note du 6 décembre. Donc, deuxième paragraphe en bas. Cependant, ces constats ont été relevés par les auditeurs concernent principalement la reddition de compte du projet, l'intégration des contrôles, ainsi que la gestion des risques. La présentation ci-jointe fournit les détails pour une meilleure compréhension. Mm-hmm. Quand vous parlez de l'intégration des contrôles, ici, c'est les mêmes contrôles internes dont on a parlé tout à l'heure, qui permettent au niveau opérationnel d'être la première ligne de défense oui. là, dans un projet. Oui. Parfait. Vous avez toujours une conclusion, on s'y est peu attardé, là, mais attardions-nous. Vous avez toujours une conclusion dans vos notes. Si on va à la page suivante, 125, vous revenez là, avec votre phrase consacrée, là, que vous considérez toujours que les hypothèses supportant les bénéfices et l'échéancier pour la mise en œuvre de la solution représentent une cible ambitieuse. Oui. Cependant, selon les informations rendues disponibles aux auditeurs, nous n'avons constaté aucun élément significatif qui empêcherait le projet d'atteindre ses cibles. Donc, à ce moment-là, on était capable de nommer ça. On se disait, bien, écoutez, oui, c'est des cibles ambitieuses, mais il n'y a pas d'élément significatif à ce moment-là qui empêcherait le projet d'atteindre ses cibles, toujours au niveau de la livraison 1 ici. Là, donc. Et donc, on comprend qu'on est dans la livraison 1. Parfait. On va aller dans votre présentation où vous nous parlez plus précisément des enjeux en matière de reddition de compte que vous soulevez dans votre note. C'est à la page 118 de la pièce. Donc, pouvez-vous expliquer au commissaire là, ce qui était arrivé en matière de gestion de projet, là, qui avait posé certains défis en matière de reddition de compte? C'est un exemple concret qu'on avait voulu monter un petit peu plus haut, même si c'est... écoutez, on était sur le terrain. On avait, dans ce cas-ci, au lieu de faire uniquement de la surveillance, on avait mis des procédés d'audit, un peu plus, sur une reddition de compte que le bureau de projet avait déposé. Avait préparé. Alors, on avait convenu avec eux, on les a même prévenus d'avance. On avait dit, écoutez, ici, là, cette reddition de compte-là, nous autres, on va la regarder après, là, un petit peu plus attentivement, donc avec des procédés de vérification.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que, parce que nous autres, on voulait justement valider qu'il y avait certains indicateurs de performance. À l'époque, on parlait d'IPC, c'était un indice de performance sur les coûts, et on parlait d'IPD, indice de performance sur les délais. Alors, c'était les deux principaux indices qui étaient présentés dans les redditions de comptes du bureau de projet pour venir un peu indiquer le projet est rendu où. Alors, tantôt, je vous parlais des couleurs, que je trouve ça un peu vague. Bien, évidemment que vis-à-vis l'IPD et l'IPC, il y avait beaucoup de vert. OK, ça, c'était... alors, déjà qu'on trouvait que les indicateurs n'étaient pas très précis, qui n'étaient pas nécessairement connus non plus de tout le monde là, dans la mécanique. Alors, on s'était dit, bien, écoutez, on va aller faire un audit un peu plus particulier là-dessus, puis on va aller chercher ce qui est en dessous de ça. Comment vous documentez ça? Comment vous produisez ça? Et quand on a demandé les documents, bien, les documents n'étaient plus disponibles. Alors, la réponse de l'équipe de projet, c'est dû à une erreur humaine. Il n'a pas été possible d'obtenir les chiffres supportant la première édition de compte présentée. La gestion de projet prévoit que les corrections seront apportées pour la prochaine reddition de compte. C'était une des premières fois qu'on disait, là, on va aller faire un audit, là, on va être après le fait. Là. Eux ont produit leur reddition de compte avec ces données-là, puis quand on les demande, ils ne sont plus là. Et là, on nous donne une réponse due à une erreur humaine. Alors ça, c'est c'est la première fois qu'on a fait un audit, qu'on a tenté de faire un audit aussi précis que ça. On avait quand même certaines données qu'on était capable de les challenger un peu sur l'IPC puis sur ces deux indicateurs-là. On n'était pas satisfait. On disait, écoutez, ça doit être difficile pour des administrateurs ou ça doit être difficile pour des gens de comprendre ça. Okay. Alors, c'était ça qu'on avait relevé, le processus dû à une erreur humaine. Alors, les informations avaient soudainement disparu. Parfait. Si on va à la page 120, toujours de la pièce 26 P74, vous avez un autre constat sous l'angle de la gestion du contenu concernant l'intégration des contrôles. Oui. Si vous me permettez d'en lire un petit bout, afin de s'assurer de l'intégration des contrôles de la société dans la solution pour la livraison 1, la DVIEP est d'avis qu'une analyse des écarts entre les besoins de la société en matière de contrôle et ceux disponibles dans le PGI doit être effectuée le plus tôt possible et faire l'objet d'un suivi serré. Cette analyse devrait couvrir notamment le volet financier, la protection des renseignements personnels, ce qu'on appelle souvent la PRP, de même que la sécurité de l'information. Ici, ce qu'on voulait dire, c'est que le PGI, normalement, lui, le logiciel a ses propres contrôles qui sont déjà à l'intérieur de la boîte. Okay. L'outil est prévu qu'on peut le personnaliser jusqu'à un certain point. Donc, nous, ce qu'on disait ici, c'est assurez-vous que vous allez avoir une bonne analyse d'écart entre les contrôles requis par la société pour réaliser sa mission versus les contrôles qui sont présents dans l'outil. Puis sortez l'écart de ça. Puis, pour reprendre une expression que Martin Lapierre disait souvent, avant de fermer les murs, passez les fils dedans. Alors, ça, c'était clair. C'était ça qu'on voulait dire ici. Et c'était vrai pour les contrôles, surtout pour le volet financier, parce qu'on est dans la livraison 1. Ici, là, on est dans le back-office. Qu'est-ce que, donc, la livraison 1, le back-office, pouvez-vous juste donner quelques exemples de quoi on parle? Essentiellement, le back-office devait comprendre la comptabilité, donc grand livre avec tout ce qui va avec, là, avec les auxiliaires et tout et tout. Ça devait comprendre un volet ressources humaines également. Il y avait toutes sortes d'autres volets au niveau des remboursements de dépenses, par exemple, au niveau RH, les évaluations des employés, etc. Mais la livraison 1, les gens ont souvent pensé que c'était le module financier. Hein? C'était le système comptable. Ce qui était faux, parce que la livraison 2 va nous indiquer plus tard que dans la livraison 2, il y avait beaucoup d'inputs qui venaient de la livraison 2, notamment pour les encaissements, puis pour les revenus, puis tout ce qui concernait les auxiliaires clients, exemple. Bien, c'est là que le bas blesse présentement. Alors, même si la livraison 1 qui a été livrée progressivement à partir du 1er janvier 2019, bien, la livraison 1 n'était pas complétée encore. Elle devait être finie en juin 2020. Ce n'était pas encore complété. Il y avait des morceaux budgétaires qui n'étaient pas complétés. Il y avait des morceaux au niveau de la gestion des contrats aussi. Donc, mais la livraison 1 permettait quand même de faire de la comptabilité, mais l'input qui venait se déverser dans la livraison 1, bien, il arrivait des anciens systèmes jusqu'en 2022. Alors, c'est pour ça que ça n'a pas posé de problème avant 2023 pour ce qui est des états financiers. Donc, okay.
Puis si on reprend ça, peut-être juste un peu concrétiser tout ça. Je vais laisser le commissaire finir sa note. Donc, si je comprends bien, la livraison 1 vient créer le grand livre, là, qui est une expression consacrée en comptabilité où on vient indiquer toutes les dépenses puis tous les revenus qui entrent pour arriver à nos états financiers à la fin. Exact. Ce que vous nous dites, par contre, c'est que les revenus et les dépenses, bien, ils vont beaucoup générer par les transactions que la livraison 2 permet maintenant aux citoyens et aux entreprises de faire avec la société. En fait, peut-être juste une petite précision, c'est que surtout les revenus et les encaissements. Les dépenses, eux, n'étaient pas nécessairement affectés par ça. Okay? Donc, mais les revenus et dépenses, l'input arrivait là et c'est ça qui devait se déverser dans le grand livre, par exemple. Dans le grand livre, parfait. Mais tout le volet RH, les dépenses en salaire, les dépenses courantes, la gestion des contrats, c'était dans la livraison 1. Donc, on vient mettre la base. Oui. Puis après ça, on vient faire du transactionnel avec nos clients. Exact. Les citoyens, les entreprises, pour alimenter le grand livre. Oui. Parfait. Et donc, les types de contrôles. Donc, on parle de ces contrôles-là dès maintenant. Et maintenant, si, je pense est-ce qu'on a fait le tour? Si on va à la page 122. Toujours dans la même pièce. Toujours dans la même pièce. Oui. C'est la note du 14 juin 2018? Non, on est toujours dans le mois de décembre. Parfait. Je veux juste que vous précisiez, dans votre conclusion à la deuxième phrase, vous précisez cependant, selon les informations rendues disponibles aux auditeurs. Pourquoi précisez-vous? Bien, ici, en fait, c'est une précision qui est un peu nuancée qu'on apporte. On n'est pas encore rendu dans une limitation de travail, là, on comprend, mais c'est un peu le début de quelque chose. C'est-à-dire que, selon les informations rendues disponibles, ça peut être que, bien, comme tantôt, là, suite à une erreur humaine, plus rien. Après ça, ça pouvait être, bien ça, je te reviens plus tard, mais ça ne revient pas nécessairement au moment opportun. Donc, une certaine difficulté à obtenir des informations au moment opportun. Alors, c'est pour ça qu'on mentionne ça, selon les informations rendues disponibles aux auditeurs. Alors que vous êtes en live monitoring. C'est supposé d'avoir l'information tout le temps. Là. Exact. Puis nous, on se disait tout le temps, si eux sont capables de produire des redditions de comptes, donc ils bâtissent ça à partir de quelque chose. Donc, alors, c'est pour ça que j'avais précisé ici les informations rendues disponibles. Alors, rendues, ça sous-entend que ce qu'ils ont bien voulu nous donner, en fait, à ce moment-là. Alors, c'est pour ça qu'on l'a nommé comme ça. Puis, à la diapositive suivante, à la page 123, toujours dans votre conclusion, vous venez encore plus concrétiser ce défi là, relatif à l'information nécessaire pour effectuer votre travail. Oui. Alors, ici, donc, d'ici la prochaine reddition de compte prévue en juin 18, considérant les difficultés rencontrées au cours du dernier mois pour obtenir les informations nécessaires. Donc, ici, on se permettait d'être un peu plus précis, là. Les défis sont de s'assurer d'obtenir l'info au bon moment, ce qui est tout à fait majeur pour informer les décideurs en temps opportun. Maintenir sa présence tout au long du projet. Donc, ça, on est un peu plus global ici. De plus, la DVIEP s'assurera du suivi des points mentionnés précédemment et poursuivra ses travaux, tout en portant une attention particulière à la prise en charge des recommandations formulées par les différents acteurs en assurance qualité du projet, parce que là, rendu là, EY avait déjà commencé sa première revue de qualité de mémoire et il y avait un certain nombre de recommandations qui avaient été formulées. Fait qu'ici, nous autres, on les informait déjà qu'on allait suivre ça. Parfait. Donc, on commence à dire qu'on a de la misère à avoir le renseignement, on avise dans un premier temps la direction. Oui. Toujours. Oui. Puis ensuite de ça, on avise le CA via le comité conjoint. Exactement. Donc, ils sont avisés là, que oui. vous avez des problèmes là, dès 2017. Là, oui. Que pour faire votre mandat, vous avez de la difficulté à obtenir le renseignement ou les renseignements de façon là, opportune. Là. Exactement. Puis je vois qu'il est midi 23, Monsieur le commissaire. Je vous suggérerais peut-être qu'on prenne la pause du dîner avant de plonger dans l'année 2018. Parfait. Bien, merci. Bon appétit à tous. Merci.